C'est quoi la nostalgie? Comment ça se manifeste? Comment ça s'apprête? Est-ce que c'est un plat qui se mange chaud, froid, tiède, accompagné d'un petit verre d'eau pétillante? Mais surtout, est-ce que c'est dangereux? Les dictionnaires nous disent que la nostalgie, c'est le sentiment d'un regret attendri accompagné de mélancolie. Et si on fouille dans l'étymologie, on se rend compte que le mot trouve son origine dans le mal du retour ou le mal du pays. Tout ça est donc assez temporaire et très peu dangereux. Pourquoi donc certaines personnes craignent la nostalgie comme si c'était la peste, alors que d'autres la considèrent plutôt comme une forme de rêverie? Moi, quand j'étais petite, il y avait chez moi une énorme bibliothèque remplie d'albums photos et au moins une fois par mois, j'en prenais un, je m'installais bien confortablement et je l'épluchais pendant de longues heures. J'aimais tellement ça. Ça me donnait l'impression de mesurer le temps qui passe, de connaître la vie avant moi. Ah! Ça, là, c'est une photo que j'adore. C'est mes deux grands-parents, entourés de ma mère et de ses frères et sœurs, dans la côte qui mène à Saint-Fabien-sur-Mer. On ne sait pas trop s'ils viennent de quitter le chalet familial pour aller en ville ou si c'est l'inverse, mais j'aime m'imaginer qu'ils n'ont pas pu résister à la beauté du paysage et qu'ils ont dû immobiliser l'auto pour s'arrêter et prendre un petit cliché. Je pense à cette photo-là à chaque fois que je descends cette côte-là. Aujourd'hui, je vous invite à embrasser votre côté nostalgique et à venir à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Je suis natif de Cap-d'Espoir, au sud de Percé. On était une famille de 6 enfants, 5 garçons. On a eu beaucoup de plaisir dans notre enfance parce qu'on jouait entre la mer, la forêt, les champs. Mon père, il était fonctionnaire aux pêcheries. Quand j'étais enfant, il a commencé comme officier. Il allait mesurer les bateaux pour les assurances. Puis il avait besoin de quelqu'un pour tenir le bout de la mesure du ruban. Fait qu'il venait me chercher dans la classe là, quand il était prêt pour qu'on aille faire des visites dans les ports de pêche de la Gaspésie. Là. Il venait me chercher à l'école. J'étais pas peu fier de m'en aller quand il faisait beau dehors puis que les autres restaient dans la classe. Je m'appelle Marcel Réel. J'ai jamais su comment me présenter parce que je touche tellement à toutes sortes de choses que c'est difficile. Tu sais, menuisier, charpentier, ébéniste, restaurateur, sculpteur. J'aime donner forme et vie à des objets qui seraient devenus inutiles s'il n'y avait pas eu un peu d'amour puis une petite tape dans le dos. Une photo qui est spéciale pour moi, c'est celle-là qui est derrière moi sur le mur. C'est mon arrière-grand-père avec sa pipe dans la main, la jambe croisée. Il m'impressionnait, le personnage. Puis il m'a toujours suivi. J'étais un menuisier charpentier. Et, j'ai marché dans ses pas. J'ai fait des recherches pour essayer de trouver qui avait fait construire cette maison-là de 1780. Les seuls papiers qui auraient pu me donner une réponse, c'est les papiers notariés. Le notaire qui avait les minutes de tous les contrats de vente de terre, d'achat, etc., son étude a passé au feu. Alors, tous les documents de Grondines relatifs au début du 19e siècle, fin 18e, sont disparus.
Un de mes cousins, il m'appelle, il dit « Est-ce que ça te tenterait qu'on aille aux archives faire un petit peu de recherche sur la famille et tout ça? » J'ai dit « Bien sûr, mais plus pour voir mon cousin que pour faire de la généalogie. » Mais quand je me suis embarqué là-dedans, ça a été comme une maladie. J'ai développé une passion pour la généalogie. J'ai tout consacré mon temps libre pendant des années. Ça a mené à la rédaction d'un livre de famille dans lequel il y a un dictionnaire généalogique de tous les réels d'Amérique. L'important de la démarche, c'est de donner une origine à la famille. Quand j'ai fait le lancement du livre, il est venu 200 réels d'un peu partout au Québec, Nouveau-Brunswick, Ontario, des États-Unis, de France. Puis ça a été majeur dans le sentiment d'identité de la famille. C'est une chaise qui était dans la famille. Quand on était enfant, on jouait dedans. Le dos se bascule par terre, puis on se faisait comme une locomotive ou un truc. On mettait des boîtes de carton, tout ça, des trucs. On jouait sur la chaise. Puis plus tard, l'histoire de la chaise nous a été racontée par notre père. C'est une chaise qui était la chaise du capitaine d'un navire qui transportait du charbon à Chandler, en Gaspésie, qui a fait un naufrage à Cap-d'Espoir à l'automne 1927. Alors, mon grand-père a récupéré la chaise du capitaine, puis elle est dans la famille depuis cette époque-là, bientôt 100 ans. Il y a tellement de souvenirs dans cette chaise-là. Tu sais, comme mon grand-père, à 63 ans, il a fait un AVC. Il était paralysé à moitié du corps. Il a passé 7 ans de sa vie dans cette chaise-là. Tu sais, le matin, il le levait, il l'assoyait dans cette chaise-là, puis le soir, il prenait de la chaise, puis il allait le coucher. Tu sais, ça a toute une charge là, émotive. Un épitaphe. J'ai pensé y faire inscrire « Je me souviendrai de vous ». On se souvient de nos morts, mais pourquoi que les morts ne pourront pas se souvenir des vivants si l'âme est éternelle? Je pourrais facilement être nostalgique. Je m'y laisse pas aller parce que je suis content de vivre le présent, mais j'aime mes racines. C'est mon identité, puis je la traîne avec moi, puis j'en suis fier. Moi, j'ai grandi avec ma grand-maman qui était dans la même maison que moi. Puis justement, elle aimait beaucoup, c'est ça, l'histoire et tout. Je pense que si je me trompe pas, elle a été une membre fondatrice de la Société d'histoire dans mon village natal. Puis elle aimait ça regarder des films d'événements de famille. Puis elle avait, c'est ça, des vieilles photos, puis tout ça. Puis j'ai toujours le souvenir d'elle en train de regarder, justement, de recevoir des cousins ou des oncles, des tantes, puis de sortir les photos. Ça, c'est quelque chose là, qui m'a marqué beaucoup, puis clairement, ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait mes études en archéologie à l'Université Laval. Je suis une archiviste, donc ma spécialité, c'est vraiment la préservation des documents d'archives. Mais ce qui est fascinant de travailler dans ce contexte-là ici, c'est que parfois, on va avoir des gens qui vont nous demander une recherche. On va leur sortir des documents. Puis là, eux, là, ils se mettent « Ah oui, ça, c'est telle place. Puis là, ça, c'est telle personne. Puis cette personne-là, elle a fait du commerce avec telle personne. Puis là, ils ont développé telle invention. Ou « Ah, ça, c'est mon grand-père. Puis il y avait tel commerce. Puis ils vendaient à telle autre personne dans telle région. » Je suis Andréane Couture. Je suis directrice archiviste à la Société du patrimoine des Beaucerons. On se trouve à Saint-Joseph-de-Beauce. On est dans la salle de consultation de la Société du patrimoine des Beaucerons, un bâtiment qui était un couvent à l'époque. Le but non plus, c'est pas d'acquérir les archives puis de jamais y toucher, ça servirait à rien de faire ça. Donc, on cherche, c'est ça, à mettre les gens en contact avec les archives. J'aime pas beaucoup le terme « petite histoire » parce que je trouve que ça fait vraiment réducteur. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ça reste que c'est sur le travail puis la vie de ces gens-là que la Beauce d'aujourd'hui s'est forgée, dans le fond.
Celle-là a été prise en 1936 à Saint-Joseph, sur un panneau, dans le fond, là, pendant une inondation de la rivière Chaudière. On pourrait juste focusser sur les inondations et les dégâts et tout, mais moi, je préfère se focusser sur les deux sourires qu'on voit sur la photo. C'est un dessin qui a été fait de cette jeune fille-là, qui est Clotilde Gilbert, au moment où elle aurait trouvé, dans le milieu des années 1800, la première pépite d'or dans la région de Beauceville, proche de Saint-Simon-les-Mines. C'est ce qui a déclenché un peu la ruée vers l'or dans la Beauce. Il y a encore de l'exploitation, encore aujourd'hui, qui se fait. Ça aurait été cette jeune fille-là qui aurait trouvé la première pépite d'or à l'époque. On a un chercheur qui est venu, qui cherchait des photos d'une dame de Saint-Joseph qui avait un hôtel, ça s'appelait l'hôtel Cloutier. La personne a lu dans une des publications qu'on avait ici que, dans le fond, elle avait reçu une voiture neuve. La rumeur de pourquoi elle aurait reçu cette voiture-là, c'est que, dans le fond, pendant la période de la Prohibition aux États-Unis, il y avait des gens qui faisaient un peu de la contrebande d'alcool qui venaient des États-Unis puis ils venaient dormir dans son hôtel. Puis que, dans le fond, ça aurait été comme un cadeau, comme la remercier de les avoir reçus et tout et tout. T'sais, on n'a pas de documents qui attestent là, de tout ça, là, mais le placotage, puis les histoires que les gens se racontaient, ben, ça aussi, ça fait partie de notre histoire. On ne reprend jamais le fond de l'histoire, là, mais ça avait été une journée intéressante là, d'une consultation qui avait été surprenante. Je me suis fait un peu un devoir d'aller dans les municipalités puis de donner des conférences sur comment prendre soin de ces photos de famille pour bien les préserver puis bien les entreposer pour que justement ils restent le plus d'une belle qualité possible. C'est important que vous documentiez vos photos, que vous indiquiez à quelque part ça a été pris quand, c'est qui y a dessus. Parce que moi, malheureusement, des fois, je reçois des magnifiques photos puis j'ai aucun contexte ou des fois, je revire la photo puis c'est marqué « Maman ». Ah, mais malheureusement, j'ai aucune idée c'est qui. On parle souvent que c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Je suis pas une personne du tout qui vit dans le passé. Malgré mon métier, je suis absolument quelqu'un qui est tourné vers l'avenir, mais je pense que c'est important quand même de pas oublier ses racines. Qu'est-ce que ça m'inspire, la nostalgie? C'est vraiment quand un chercheur, par exemple, sa famille avait tenu un hôtel ici à Saint-Joseph, puis juste de voir des photos des chambres, de la cuisine, du salon, c'est juste le visage que la personne a fait, le genre de petit soupir de « Ah! » Parce que là, tu sais, on voit vraiment que la personne a reconnecté avec quelque chose de profond en elle. C'est ça, pour moi, la nostalgie, là, c'est cette espèce de petit qu'on ressent là, quand on retombe un petit peu là, dans le passé, puis à quel point on était bien, ou un beau souvenir, quelque chose comme ça. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de nostalgique? Non. Non? Qu'est-ce que c'est pour vous, la nostalgie? C'est triste, c'est... Ouais, c'est ça. Non, je suis pas nostalgique. Je suis vivant. Puis vous, est-ce que vous êtes quelqu'un de nostalgique? Bien sûr. Oui? Ben oui. Mais c'est pas triste, la nostalgie, c'est de penser justement à son enfance, à ces qu'on a vécu dans notre vie. Hein? Et oui. Est-ce que vous avez des souvenirs en particulier que vous aimeriez nous partager ici? Oh. Ça va. Un souvenir. 2022, cette petite bête. Sinon, non, c'est un peu ce type de nostalgie-là que j'ai avec la famille, les amis. Vous avez grandi à Sainte-Luce? Non, pas du tout, mais mon père venait de la région, puis on venait à chaque été. Alors, c'est ça, je suis tellement nostalgique que j'ai acheté une maison dans l'Anse. On se trouve actuellement dans la gare patrimoniale de Vallée-Jonction. C'est une gare construite en 1917 qui est maintenant convertie en musée ferroviaire depuis au-delà d'une trentaine d'années. Elle était considérée comme la gare la plus moderne et la plus spacieuse de toutes les gares du Québec central, entre autres avec son bureau de la police, son immense bureau du chef de gare, sa salle des bagages également. À une certaine époque, 80% des travailleurs de Vallée-Jonction
étaient des employés ou des retraités du chemin de fer. Donc, c'est un peu une histoire de famille. Mon nom est François Clich. Je suis, entre autres, ébéniste artisan, historien amateur et chef de gare à mes heures. Quand je viens à la gare et que j'ai pas mon costume, j'ai comme l'impression que je me promène sur la rue principale en pyjama. Juste à côté de la gare, il y a un restaurant qui va s'appeler à l'époque le Café de la Gare ou le Café Vallée. Il y a une belle anecdote qui se passe là. Alors, il y a le chanteur très connu, celui-là qui a inventé Petit Papa Noël, Tino Rossi. Il va être invité à aller donner un concert à la salle paroissiale de Saint-Georges-Ouest. Alors, il doit descendre à la gare de Vallée-Jonction et l'histoire dit qu'il est allé au Café de la Gare et sa petite collation a été supposément une boîte complète de biscuits Whippet. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est mis à dire qu'il avait une voix onctueuse. Mon vrai métier actuel, en fait, c'est ébéniste artisan. Moi, j'opère depuis 2006 en tant que 4e génération la plus vieille industrie de Vallée-Jonction, qui est tout près de la gare, sur le bord de la voie ferrée, bien sûr. Ça a commencé avec mon arrière-grand-père. Il y a un objet qui me suit toujours, c'est ce qu'on appelle un pied de roi. Un pied de roi, c'est une genre de mesure anglaise en bois qu'on déplie. Et c'est le pied de roi de mon père. En fait, c'est comme ma patte de lapin, mon porte-bonheur, mais c'est pas un pied de roi que je m'accroche dans le cou. D'ailleurs, quand on ouvre le pied de roi, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, il a tellement été utilisé que les chiffres sont en partie effacés. Sous le plancher du bureau du chef de gare, on a quelque chose de vraiment très spécial qu'on fait découvrir une fois par année aux touristes. C'est un abri antinucléaire. À l'époque de la guerre froide, le Canada voulait se protéger, voulait protéger son système, entre autres, de communication, avait le projet de faire construire tout près de 2000 abris dans les gares, parce qu'on disait qu'avec les gares, on n'était pas seulement dans les grands centres, dans les grandes villes, mais on allait aussi très loin au bout des régions. C'est mon grand-père qui était chef de gare à l'époque de la guerre froide. Dans la plupart des gares du Québec central et d'autres gares, les hommes et les femmes étaient toujours séparés. Il y avait plein de raisons à ça. Des hommes fumaient le cigare, la pipe, et les dames qui étaient plus réservées avec les enfants, se tenaient plus du côté salle des dames. Il y avait aussi les gars qui arrivaient de chantier, certains avec des petites bébites, ils arrivaient avec des poux, et quand ils arrivaient ici, il y en a qui étaient chaudasses, ils ont le rire facile, mais il y en a d'autres qui ont le point facile. Alors, pour pas incommoder les dames, les enfants, ils gardaient ce monde-là ici. Et à l'époque, bien sûr, tout se transportait par train, que ce soit les passagers, la poste, la malle, les bagages, la marchandise, les animaux. Alors, on mettait les poulets d'un côté et les poulettes de l'autre. Sur ma pierre tombale, à part faire un petit jeu de mots avec mon côté ébéniste, où en haut de la pierre, j'aimerais que ça soit écrit RIP, j'aimerais peut-être ça que ça soit écrit « Il fait maintenant partie de l'histoire ». Il y a une belle fierté de voir que le musée est encore debout, que la gare a été sauvée. Je suis souvent dans le passé parce que quand on raconte des anecdotes, des légendes, des faits vécus, l'histoire locale, régionale, ferroviaire, naturellement, on revient toujours en arrière. Donc, c'est un peu la nostalgie et je me dis souvent, mon Dieu, j'aurais aimé ça, pouvoir reculer dans le temps pour aller vivre des petits bouts de toutes ces périodes-là que je raconte, mais que naturellement, j'ai pas connu. Pour certaines personnes qui m'écoutent raconter tous ces faits-là, ils me disent « Tu sais beaucoup de choses, mais pourtant, t'as pas l'air si vieux que ça. »